Bombi TV. TV. Pouvez-vous nous présenter l'historique du funiculaire? Donc le funiculaire à la base a été créé en 1907. À l'époque il était privé, il était géré par la Société des Eaux, car avant même la création du funiculaire il y avait un tramway électrique qui existait. Donc le but de ce funiculaire, justement, la Société des Eaux à cette époque-là gérait les hôtels, les grands hôtels d'Évian, l'hôtel Royal qui existe encore, qui est maintenant un des palaces de France, et l'hôtel Splendide qui a été détruit en 1983. Parce qu'il y avait beaucoup de curistes à Évian à cette période-là. Évian était une ville très huppée, donc c'était impensable que les clients de ces hôtels montent et descendent à leur cure à pied. D'où l'intérêt d'avoir construit ce funiculaire, qui à l'époque, en 1907 à sa création, n'avait pas le tracé du parcours qu'on a aujourd'hui. Il partait à l'époque de la buvette Cachat, qui était la première gare intermédiaire au jour d'aujourd'hui, et s'arrêtait à l'arrêt des Matérons. Donc le parcours après a été modifié, a été prolongé entre 1911 et 1913. Ils ont fait une prolongation de la voie pour permettre en fait aux véhicules de descendre un peu plus bas dans le centre d'Évian, c'est-à-dire qu'au lieu de partir de la buvette Cachat, la gare de départ maintenant est située rue du Port, c'est-à-dire en bas de la rue piétonne. Le bâtiment actuel qui est en face de la gare inférieure est le Palais Lumière, mais à l'époque c'était les thermes d'Évian qui se trouvaient là. Il est devenu public en 1913. À l'époque le funiculaire était payant. Il a par contre été arrêté 33 ans, de 69 à 2002, pour raisons financières, parce que comme beaucoup d'endroits en France et en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup moins de fréquentation touristique. Donc d'année en année, la fréquentation chutait. Pour donner un peu une idée, sur la dernière saison d'exploitation en 1969, qui allait comme aujourd'hui de fin avril, début mai jusqu'à fin septembre, ils ont cumulé 35 000 passages. Au jour d'aujourd'hui, nous, on va faire 35 000 passages sur le mois de mai, on va le faire sur 40 jours. Voilà. Donc en gros, vu qu'il était payant, il y avait beaucoup plus de dépenses que de recettes, ce qui a donc entraîné sa fermeture. Il a été classé au patrimoine monument historique en 1984, c'est ce qui l'a sauvé de sa destruction. C'est monsieur Lemoine, un monsieur des Monuments de France, qui l'a classé au monument historique. Et suite aux élections municipales qu'il y a eu à Évian en 1995, où l'actuel maire, M. Francina, s'est fait élire, c'est lui et son équipe du conseil municipal qui ont décidé de lancer les travaux de rénovation, qui ont duré 5 ans, vu que l'appareil était resté 33 ans à l'arrêt. Par contre, on n'est pas ouvert toute l'année, on est ouvert uniquement en période estivale, c'est-à-dire qu'on ouvre généralement de fin avril à mi-septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine. Donc depuis la rouverture en 2002, il a toujours appartenu à la ville d'Évian, à la seule nuance que la ville d'Évian ne le gérait pas directement. Il le mettait en gérance. Donc c'était une société de transport, la STAT, qui gère aussi le funiculaire de Thonon, qui est en gérance sur le funiculaire. Et depuis 4 ans, au jour d'aujourd'hui, la ville l'a repris en régie municipale. Combien de personnes prennent le funiculaire par an? Disons que depuis la rouverture en 2002, la fréquentation est de toutes les saisons en hausse. C'est-à-dire que sur le cumul de la saison, pour vous donner une idée, il y a 9 ans en arrière, sur l'ensemble de la saison, on finissait la saison avec un cumul d'à peu près 100 000 passages. La saison dernière, donc saison 2016, on a fini la saison à 143 000 passages. En sachant que les plus grosses journées d'exploitation font 2300 passages par jour. Ce qui est quand même relativement important, vu que chaque véhicule du funiculaire peut recevoir 60 personnes. Et on fait 27 à 29 départs dans la journée. Pouvez-vous nous parler d'un aspect plus technique, comment fonctionne le funiculaire? Après, le fonctionnement technique des funiculaires, c'est relativement simple. C'est sûrement le moyen de transport, en tout cas par câble, qui est le plus économique au niveau énergétique. Parce que le principe de fonctionnement est relativement simple, donc c'est un principe de contrepoids. Le véhicule qui descend va entraîner celui qui monte. Il y a malgré tout besoin de l'assistance d'un moteur électrique, qui est donc en gare supérieure ici même. Le moteur électrique fait 60 kW. Si on fait l'équivalent sur un moteur thermique comme celui d'une voiture, on arrive à 82 chevaux. Donc au final, c'est l'équivalent d'un moteur d'une petite voiture, sachant que le moteur, à l'aide du réducteur sur les funiculaires, vont surtout travailler pour donner l'impulsion au démarrage des véhicules. Après, à l'aide du réducteur, qui est un peu comme une boîte à vitesse sur une voiture, vont travailler en fonction de la différence de poids qu'on va avoir entre la charge montante et la charge descendante. C'est-à-dire que si on prend l'exemple concret, si dans le véhicule qui descend, il est rempli de passagers, si dans celui qui monte, il n'y a personne, le moteur, mis à part au démarrage, ne travaille très peu. C'est un moteur à courant continu, donc il va même renvoyer de l'électricité au réseau. C'est d'ailleurs pour ça que les premiers funiculaires qui ont été mis en service en France, fin 1800, dont celui de Thonon-les-Bains qui a été le deuxième en 1888, n'avaient même pas besoin de motorisation, parce que de toute façon il n'y avait pas encore l'électricité à ce moment-là. Ils marchaient simplement avec un système de contrepoids d'eau, c'est-à-dire qu'ils remplissaient le véhicule qui est en gare supérieure de 13 tonnes d'eau,
Le machiniste faisait charger le même nombre de passagers dans les deux véhicules et à l'époque il avait simplement à desserrer les freins manuels pour mettre en mouvement les véhicules, la force de l'un suffisant à entraîner l'autre. Un des changements aussi sur le principe d'exploitation comparé à il y a 100 ans, c'est le système de communication par radio qui à l'époque évidemment n'existait pas. Donc à l'époque, le principe de communication était fait avec des espèces de caténaires et des câbles sur tout le long du parcours. Et le cabinier dans le véhicule, qui à l'époque était appelé le Wattman, car il avait une baguette reliée à la masse, allait taper sur ces câbles à l'aide d'une baguette pour prévenir les usagers à la prochaine gare que le funiculaire arrivait, et retaper sur ces câbles pour prévenir le conducteur qu'il était bon pour remettre en route l'installation. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, la communication se fait par liaison radio. Tout au long du parcours, on a un câble rayonnant qui permet justement d'avoir une communication radio entre les deux véhicules et le machiniste. Le funiculaire, à l'époque, est longtemps resté le funiculaire au monde à disposer 6 gares. En sachant que nous, toutes les gares intermédiaires sont équidistantes les unes des autres. C'est-à-dire quand un véhicule est arrêté dans une gare, cette gare correspond forcément à une autre gare sur l'autre moitié du parcours. Ce qui est très ingénieux aussi sur le principe des funiculaires, notamment, vu en plus la date de création, c'est le principe d'évitement des véhicules. L'évitement se fait à la moitié du parcours. C'est le seul endroit où la voie se sépare en deux. Contrairement à une voie ferrée, on n'a pas d'aiguillage fixe ou mobile pour permettre au véhicule de s'éviter. Le principe d'évitement est un principe à la fois simple. Chaque véhicule passera toujours du même côté. Ils ont sous le chariot du véhicule, ils ont donc des roues qui vont sur les rails. Seulement un véhicule, si on prend l'exemple du véhicule 2 qui passera côté droite en descente, va avoir des roues à gorge. C'est des roues creuses, c'est des roues guides qui vont permettre au véhicule, quand il descend, arriver à l'évitement de prendre le rail extérieur. L'autre véhicule a exactement le même principe de roue creuse, de roue à gorge, mais de l'autre côté. C'est tout simplement ça qui permet l'évitement. Est-ce que les cabines ont déjà été rénovées? Donc au jour d'aujourd'hui, les chariots des deux véhicules sont des chariots d'origine, en fond, de la société Von Roll, constructeur du funiculaire société suisse. Après, toute la partie boiserie a été restaurée à l'identique, mais ça a été refait à l'occasion justement de la réouverture en 2002. Parce qu'il faut savoir que pendant les 33 ans d'arrêt, un des deux véhicules était donc stationné sur le quai de la gare inférieure, et comme l'appareil a été laissé à l'abandon, il a été pris dans les eaux. Voilà. Ah ouais. Donc il y avait tout un... Alors celui-là, il fallait vraiment tout le changer intégralement. Et le chariot d'origine est encore en fonction. Quelle est la distance entre la gare du bas et la gare du haut? Le parcours il fait 758 mètres. Donc on a 125 mètres de dénivelé entre la gare inférieure qui est située à 375 mètres au niveau du lac et l'arrivée en gare supérieure, ici on est à 500 mètres. Ça représente un dénivelé de 125 mètres et donc ça représente une pente entre 11 et 22%. Comment se déroule un trajet dans le funiculaire? Les trajets déjà au niveau des fréquences de rotation se font toutes les 20 minutes. Les départs se font toujours aux heures pleines à 20 et à 40 de chaque heure. Sachant que dans chaque véhicule il y a un cabinier qui va justement s'assurer de l'accueil de la clientèle et au moment du départ va veiller à installer les passagers, plus sachant que les deux funiculaires disposent d'une remorque à l'avant du véhicule permettant de transporter les vélos, les poussettes et les bagages pour les clients des hôtels. Donc le cabinet justement va s'assurer au moment du départ que tous les compartiments soient bien fermés et après va informer le conducteur via une relation par radio qu'il est prêt à partir. Après le conducteur qui est donc en station motrice en gare supérieure donne le départ, sachant que comme je vous ai dit le funiculaire a plusieurs gares intermédiaires. C'est des arrêts qui sont faits sur demande, c'est-à-dire que dans le funiculaire, vous avez des compartiments comme dans les bus avec des sonnettes pour demander l'arrêt à la prochaine gare. Et le cabinier, en fonction de ça, à l'approche d'une gare, s'il a des gens dans son véhicule qui ont demandé l'arrêt ou s'il a à l'arrivée du quai, s'il voit des gens qui attendent pour prendre le funiculaire, c'est lui qui va se charger avec un tableau de commande d'arrêter l'installation. Il va laisser une sécurité enclenchée pour être sûr qu'une fois qu'il sort du véhicule, que le véhicule ne puisse pas repartir. Et donc, il fait sortir les personnes et va en monter d'autres. Et après, une fois que les deux véhicules sont prêts à repartir, c'est le conducteur à chaque fois qui est en station motrice qui va redonner le départ, qui va remettre en route l'installation. Après, en ce qui concerne l'arrivée dans les gares extrêmes, contrairement à sa mise en route début 1900, maintenant on a évidemment tout un système d'automates de commande qui va à chaque fois repérer la position du véhicule à partir d'une certaine distance, va ralentir l'installation toute seule et une sécurité de gare va arrêter le funiculaire sécurité établie. Donc nous, après, le conducteur a juste à s'assurer que tout ça fonctionne bien. Seulement, évidemment, que ce principe n'existait pas à début 1900, la création du funiculaire. Donc c'est à l'époque, à l'arrivée des véhicules en gare extrême, le machiniste qui avait des gros volants pour arrêter le véhicule une fois qu'il arrivait en gare. Sachant qu'après, le funiculaire fait partie de la famille des remontées mécaniques. Donc déjà, nous, avant l'ouverture au public fin avril, on a 2 jours obligatoires d'essais techniques avec le STREM,
Donc le STREM, c'est une filiale du ministère des Transports de l'État qui régit la famille des remontées mécaniques. Plus une entreprise de contrôle indépendante qui vient s'assurer pendant 2 jours que tout fonctionne comme il faut. C'est-à-dire que même dans le tunnel de la gare aval, au milieu du tunnel, il se trouve 400 à 500 bidons où il y a du sable à l'intérieur. Et justement, pendant ces 2 jours, on va placer ces bidons dans les véhicules, dans les compartiments, qui vont en quelque sorte remplacer le poids des gens pour permettre après de faire nos essais, ce qu'on appelle des essais en charge, voir les distances de sécurité, les distances de freinage et tout ça. Voilà. Et c'est seulement au bout de ces 2 jours d'essai, c'est-à-dire que tout est testé, tout est essayé, qu'on a ou pas l'autorisation d'exploitation pour la saison à venir. Est-ce que vous avez d'autres activités à côté pendant que le funiculaire ne roule pas, entre guillemets? Disons que dans le personnel du funiculaire, comme je vous disais, il y a 2 emplois bien distincts. Il y a le travail du cabinier. Pour le cabinier, à l'embauche, même si on essaie de renouveler le personnel pour qu'il revienne d'une saison à l'autre, on ne demande pas de qualification nécessaire. C'est-à-dire qu'on fait nous une formation en interne, sachant que les cabiniers vont commencer à travailler 1 semaine ou 2 avant l'ouverture au public. Donc c'est à ce moment-là, pour les nouveaux, qu'on leur apprend le fonctionnement, l'historique et puis justement la gestion de l'exploitation. Par contre, pour le poste de conducteur, il est impératif que ces 2 personnes aient une expérience dans les remontées mécaniques obligatoires. Donc moi personnellement, je travaille en saison d'hiver depuis 20 ans maintenant et je suis conducteur d'un télécabine sur le domaine de Morzine-Légère.